Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones auraient secrètement tenu une réunion au cours de laquelle des négociations ont eu lieu, à l'effet d'aboutir à un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, secouées par la crise dite anglophone depuis fin octobre 2016. Cette réunion s'est tenue le 2 juillet dernier selon certaines sources. Cependant, le communiqué de René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais de la communication, rendu public le 6 juillet dernier, n'apporte aucune confirmation quant à la tenue ou non de négociations entre le gouvernement et certains leaders séparatistes. Toutefois, le président Banda-Kani et le docteur Bertrand Tassinda sont revenus sur cette actualité en émettant beaucoup de réserves. Suivons maintenant le commentaire du président Banda-Kani et celui du docteur Bertrand Tassinda. Suivons. D'abord, on va parler du principe, on va dire, de réciprocité qui a été donc appliqué par certains pays africains à la suite de la décision de l'Union européenne quant au voyage, en tout cas dans l'espace européen. Vous le savez, après cette note de l'Union européenne, ensuite à la crise sanitaire due au coronavirus, en tout cas on va en parler. Et puis on reviendra sur l'actualité du côté du Cameroun avec ce qui semble être en tout cas des négociations. En tout cas, on va en parler. On rappelle que ce communiqué a été donc publié du côté des séparatistes. Pour le moment, Yaoundé n'a pas encore confirmé ou démenti cette information. Mais de toutes les façons, on va parler du dialogue en fait, du dialogue en ce qui concerne la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais avant, nous avons un sujet d'entrée. On parle en clin d'œil du côté du Tchad. Vous le savez, le 26 juin dernier, le président Idriss Déby a été élevé au rang de maréchal pour service rendu à la nation. Une décision qui a été prise par les députés de l'Assemblée nationale qui ont voté la motion par 146 voix. Pour 0 contre 0 abstention. À la suite, la direction générale du protocole de la présidence a expliqué donc via un communiqué comment désormais s'adresser au chef de l'État tchadien suivant donc son nouveau titre honorifique de maréchal. Alors dorénavant, les formules consacrées pour s'adresser au chef de l'État sont que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a écrit donc le directeur général du protocole de la présidence du Tchad. On va dire quelques mots là-dessus à la suite avec nos invités. Ce sera également l'occasion de présenter ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Monsieur Bertrand Tassinda, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bien évidemment, votre avis sur l'actualité au Tchad. Bonsoir Madame Siké. Je suis très content de bonsoir à Maître Achou, cet aîné que j'aime suivre, qui en fait pratique cette profession noble. Mon père l'a été aussi avocat. J'aime les voir plaider. Bonsoir à mon grand aîné, mon frère Célestin Djamène. Plaisir de le voir. Ça fait vraiment longtemps. Nous avons une forte relation d'amitié et on discute beaucoup. Des fois, il me donne beaucoup de conseils. Merci très cher Célestin d'être sur le plateau avec moi. Et le prochain que vous allez avec qui je travaille au quotidien. Pas une journée, je passe sans compter au téléphone pour discuter en fait des questions d'actualité politique de notre pays et même. Et c'est quelqu'un aussi de cœur sur la main. Madame Siké, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il faut nous présenter nos félicitations au président Idriss Déby. C'est en même temps une décision souveraine du Tchad, mais aussi une décision politique de haute portée. Le président Déby, c'est le président de la République en fait d'un pays frère qu'on appelle le Tchad. Il arrive au pouvoir en 1990. Le Tchad n'a pas d'armée. Le Tchad a énormément de factions qui répondent en quelque sorte, peut-on dire, d'hommes politiques ou d'hommes militaires dans d'interminables gouvernements d'union nationale. Quand on assassine en fait Tombalbaye, je crois en 76-75, pratiquement pendant 15 ans, le Tchad va vivre la déstabilisation. Le président Félix Maloum fera un bref temps. On ira mener des négociations au Nigeria, à Kano. On ira des fois, des négociations secrètes se feront même à Kousséri, à Yaoundé. On ira à Addis Abeba, à Nairobi. Il n'y aura pas de paix au Tchad.
parce que le Tchad n'avait pas une armée nationale ou ne serait-ce que, comment je vais dire que, installer dans le pays la stabilité et la sécurité des hommes et des personnes. Nous avons un pays qui vit un peu cette situation, en fait, analogue à la République centrafricaine, qui est un peu dans le même schéma, il n'y a pas d'armée. Donc, le premier défi du président Idriss Déby a été de reconstruire l'armée. Parce que vous ne faites aucune politique, comment je vais dire, que dans un climat de violence, d'insécurité, de délinquance absolue. Ben alors qu'il y avait une base militaire française. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas de cause à effet entre cette présence française et cette instabilité que le Tchad va connaître. Donc, quand il arrive en 90, il est déjà général. Donc, s'il passe maréchal, qui est le grade suprême, c'est-à-dire qu'après général de corps d'armée, certains appellent général 5 étoiles, ben il a mis pratiquement quoi? Il a mis pratiquement 30 ans dans le grade. Donc, ça veut dire que si les critères même objectifs avaient été, comment? Je vais dire que édictés dans la carrière des militaires tchadiens, ce grade, il aurait eu depuis. Parce qu'il va reconstruire. Et comment il va faire pour reconstruire en fait l'armée nationale tchadienne? Il va se buter en fait à deux grosses difficultés. Les difficultés économiques du Tchad, les rivalités tribales et le refus de Paris. Vous savez, dans le précaré français, Paris vous interdit d'avoir une armée solide au commandement autonome. Pour l'interdit. D'ailleurs, nous, on va avoir au Cameroun un peu la même similitude où déjà, pratiquement en 2000, le président anticipe sur un certain nombre de menaces. Et il amorce la réforme des armées en 2000. On peut se poser la question aujourd'hui, et on le verra dans la suite des sujets. Si le président n'avait pas professionnalisé et amorcé la réforme des armées, si on n'avait pas eu ces unités d'élite au commandement autonome, où la décision se prend à Yaoundé, après un certain nombre d'avis de nos chefs militaires, où serons-nous? Et vous voyez que depuis 90, ce n'est pas la paix suprême au Tchad, ce n'est pas le bonheur suprême. D'ailleurs, il n'y a pas de bonheur suprême nulle part dans le monde. C'est quand même une forme de stabilité. Donc, nous saluons véritablement cette action et ça peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Parce qu'il se dit, les rumeurs courent qu'au sein de cette armée tchadienne, effectivement, il y avait une sorte de bataille de leadership. Et il n'était pas le seul à être, le président Déby n'était pas seul à être général 5 étoiles. Il y en avait d'autres généraux 5 étoiles. Donc, je crois aussi que c'est une façon véritablement de réaffirmer, en fait, l'autorité du président Déby. Et dit que c'est lui, aujourd'hui, le militaire le plus gradé de cette armée, c'est lui le patron de cette armée, et tous les arbitrages, toute veut dire la discipline doit se faire véritablement dans le haut commandement militaire. Donc nous saluons véritablement les députés tchadiens qui ont pu lire véritablement en 7 ans de menaces multiples, en fait, lire en fait ces enjeux-là et pouvoir faire du président Déby aujourd'hui le militaire le plus gradé du Tchad. Merci à vous, M. Bertrand Tatinda. Justement, on rappelle que cela a été voté par 46 voix pour 0 contre et 0 abstention. L'unanimité, madame. L'unanimité totale. Tout à fait. Ouais. Président Banakani, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Madame Amela Siké. Vous ne m'empêcherez pas d'être séduit par votre beauté et votre élégance. Sans intention. Mon ami Célestin Djamel va me prêter. Non, M. Djamel, qui est mon ami, mon frère, va me prêter maintenant des intentions. Je dis simplement qu'elle est très belle cet après-midi, elle est bien habillée. Mais aucun de vous ne lui a dit ça sur le plateau. C'est vrai, c'est vrai. Allons-y, Président. Mais il faut de l'humour. Sur un plateau comme celui-ci, il faut un peu d'élégance et de gentlemania. C'est ça. Les panafricanistes ne sont pas des guerriers, ne sont pas des méchants loups. Ce sont des hommes normaux, qui vivent bien, qui apprécient les belles femmes, qui apprécient l'élégance des femmes. Et voilà, c'est le plateau. Non, pour dire quoi, je te salue Manuela Siké. Je dis un bonsoir à notre aîné, à mon avocat Achou. Tout à l'heure, je lui disais en off que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je suis très content, n'est-ce pas, de partager cet après-midi avec toi, avec vous, n'est-ce pas, maître. Très content. Je salue Bertrand qui est... C'est mon frère, mon compagnon de combat, c'est tout. C'est mon ami, vraiment, sans commentaire. J'ai une émotion particulière à être près de mon ami Célestin Djamel. Nous ne sommes pas du même parti, on n'a pas des mêmes positions, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Il est passé par des moments difficiles. Je suis très fier de voir qu'il est en forme. Et vraiment, j'ai une émotion particulière à débattre avec toi ce soir, Célestin. Je suis très content d'être là. Donc je salue tous les techniciens, n'est-ce pas, tous ceux qui se battent pour que le plateau soit, comme on dit, au niveau techniquement. Je salue les autres panélistes qui sont sur d'autres plateaux. Ouais. Alors Manuela, pour revenir à votre question.
l'intervention de mon ami Célestin Djamel nous oblige à mettre du contenu dans la défense, n'est-ce pas, et la promotion de la gratification, n'est-ce pas, militaire que le président vient d'obtenir. Parce qu'il nous a fait penser à Mobutu. Tout à fait. Et moi, je me rappelle, après Mobutu, lorsqu'il a chuté, des militaires occidentaux défilaient dans des films, dans des documentaires pour dire que c'était un vaurien sur le plan militaire, il n'avait gagné aucune guerre et que c'était de la fanfaronnade, on lui a attribué des victoires qu'il ne méritait pas. Bon, au-delà de ce que disent les occidentaux, quand vous ne le savez plus, Mobutu n'était pas un militaire de carrière, c'était un journaliste. C'était un journaliste que le Lumumba a coopté simplement comme ça à l'époque pour en faire son chef d'état-major. Il n'avait rien sous la main. Il lui a dit, toi là, je te fais chef d'état-major, viens être là. Donc Mobutu n'était pas un militaire de carrière. Qu'il ait eu à assumer les victoires de son armée sans intérêt militaire de carrière, on peut le comprendre. Je voudrais rassurer mon ami Célestin Djamel qu'avec le président Déby, ce n'est pas la même chose. Et que ce grade-là a une dimension panafricaniste qu'on ne doit pas avoir peur d'assumer. Ce n'est pas la même chose. Vous avez affaire à quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la guerre. Il a perdu 17 de ses frères dans la guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. 17 frères. C'est-à-dire que même sur le plan familial, il a souffert de la guerre. Toute sa vie, c'est la guerre. Sa famille et lui, c'est la guerre. D'ailleurs, c'est même une tribu, n'est-ce pas, pour parler de tribu, je n'ai pas beaucoup le mot, mais guerrier les Agawas, il faut la guerre. Donc, c'est un homme de guerre. Toute sa vie, il a fait la guerre. Il y a laissé, même physique, sur le plan physique, à titre personnel, il y a les séquelles de guerre sur lui, sur le président. En plus, je dirais que il a pacifié son pays, le Tchad. Moi, je ne fais pas l'amour, là. Bertrand a dit, une forme de stabilité. Moi, j'assume, je dis, il a pacifié le Tchad. Personne ne peut le nier. Même ses ennemis ne peuvent pas le lui contester. Parce qu'avant, le président Déby au Tchad, la politique au Tchad se confondait avec les armes et la guerre. Depuis l'indépendance jusqu'à son arrivée au pouvoir. C'était la guerre. Le Tchad n'était pas un État. Le Tchad était un espace de rivalité, de puissance. C'était un espace de chaos. Et les Tchadiens étaient partout en Afrique, ils fuyaient leur pays, ils allaient partout. Et ils marchaient souvent la tête baissée à cause de ce qui se passait dans leur pays. La guerre, rien que la guerre. Pour s'imposer au Tchad, il faut être un guerrier. Ce n'est pas le bruit qu'on fait là. Pour s'imposer, tout à l'heure j'ai vu le docteur Yaïbé, il va vous dire, pour s'imposer au Tchad, il faut être un guerrier d'abord. Donc c'est d'abord un homme de guerre qui s'est imposé face à d'autres chefs de guerre. Donc sur le plan militaire, il y a du mérite, c'est clair, il sait faire la guerre. C'est le seul métier qu'il a appris. Il a appris le métier d'arme. Je crois qu'il est pilote de chasse, un truc comme ça. Donc c'est ce qu'il a appris à faire, il n'a pas deux métiers. Donc on a affaire à un militaire de carrière qui a maintenant passé toutes les étapes pour arriver comme général. Et bien tout à l'heure a dit il y a passé 30 ans. Donc il n'y a pas le débat là-dessus. Donc quand on a fini de dire ça par rapport au Tchad, je voudrais insister sur le panafricanisme militaire du président Déby. Mon ami Djamel ne va pas contester ça. Qu'un président engage ses troupes pour aller soutenir d'autres pays, faire la guerre aux côtés de d'autres pays, pour défendre les principes panafricanistes, la souveraineté nationale des pays, lutter contre des rébellions armées montées de toutes pièces par la prédation internationale, pour déstabiliser les États, ça s'appelle du panafricanisme militaire. Il a fait au Cameroun, il a fait au Mali, il a fait dans le G5 là, Sahel, dépensant les ressources de son pays. Il n'a pas été remboursé. Quand l'argent a été cotisé, les Français ont confisqué. Ce sont des faits. Confisqué. Il a dépensé les ressources de son pays. Il faut avoir une vision panafricaniste. Il faut avoir une vision qui dépasse votre pays pour engager vos troupes comme ça. Et en mettant les ressources du pays, que peut servir à autre chose. Mais dans une vision stratégique élargie, il a compris que s'il y a la paix au Cameroun, je gagne. S'il y a la paix chez mes voisins, je gagne. Donc c'est un fait. Mais il a mené d'autres guerres. Celle-là pas militaire. Quand le président s'engage sur la question du franc CFA, avant lui, aucun président ne l'a fait. C'est ce monsieur qui a présidentialisé le débat du franc CFA ici. Quand le président Déby est entré en scène, Madame Mandela, c'est que vous le savez, ça a crédibilisé notre combat. Tout à fait. Là où beaucoup de gens voulaient le dénigrer. Et pour ça,
il aura mon soutien durant tout son magistère là-bas au Tchad. Il dit rien que pour ça. Je serai toujours reconnaissant, en plus du fait qu'il est venu aider mon pays, quand il était menacé contre Boko Haram. Donc le président a mené cette guerre. Il a pris fait et cause pour nous, dénoncer le franc CFA, faire des interviews publiques pour parler du franc CFA. C'est une forme de guerre. Donc, en plus de ça, Mme Manuela Siki, c'est le bâtisseur de l'armée tchadienne. Ah oui. C'est le bâtisseur de l'armée tchadienne. Bertrand l'a dit, je le dis en d'autres mots. Il a bâti l'armée du Tchad. Donc, il mérite largement ce titre. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait. Il le mérite. Clairement. Et moi, je suis content parce que là, ça avait une touche de légitimité populaire. Tout à fait. Le maître Lachou l'a bien démontré. Ça avait cette touche-là qui confère une légitimité populaire à ce grade. Donc, légitimité politique, légitimité militaire, légitimité de carrière suffisent pour qu'il n'y ait pas de contestation. On n'est pas là devant une fanfaronnade, quelqu'un qui mérite. Mon souhait, ce serait que l'armée tchadienne le survive. Que l'armée tchadienne le survive. Qu'après lui, elle ne se colle pas sous les querelles intestines liées à la gestion des ressources humaines de l'armée, liées à la gestion géo-ethnique de l'armée par rapport à la géo-ethnicité du Tchad, liées à tout ça. Donc si nous avons un conseil à donner au président, à notre petit niveau, c'est qu'il faut qu'il pense, en tant que maréchal, je crois qu'il a ça dans sa tête, qu'il pense à la survie de l'armée tchadienne après lui. Ça commence maintenant. Merci à vous, Président Banakani. Merci pour cette analyse également. Vous êtes sur Universal News TV. Monsieur Bertrand Tatinda, peut-être pour répondre à cette interrogation. Madame Siké, il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est que l'Union européenne. C'était une union monétaire et politique qui avait été vendue dans la forme actuelle par M. Helmut Kohl et François Mitterrand. Ils expliquaient au peuple européen que, au-delà de l'union monétaire que nous allons construire une véritable union politique. Et cette union politique, liée à cette union monétaire, sachant les capacités industrielles que nous avons, voyant en quelque sorte le pouvoir d'achat que nous serons la première puissance mondiale. On le vendait au peuple européen. J'étais encore étudiant en Europe. C'est un fiasco. C'est une coquille vide aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte des difficultés qu'ils ont eues pour véritablement arriver à un consensus sur la dame qui est aujourd'hui présidente de la Commission. Ils ne s'entendent sur rien du tout. D'ailleurs, quand vous parlez d'Union européenne, il faut dire quelle Union européenne? Vous avez ce qu'on appelle les États nordiques, qui sont eux sérieux. Un pays comme la Norvège vous explique que ça ne m'intéresse pas, l'Union européenne. Moi, j'ai mes 850 milliards de dollars de fonds de pension, je fais les affaires. J'ai une orthodoxie budgétaire claire, sérieux. Moi, je ne viens pas jouer mon destin avec des gens qui dépensent ce qu'ils n'ont pas. Des océans de misère, des peuples de chômage. D'ailleurs, c'est eux qui vont même amener le terrorisme en Europe. Donc, vos pays du Sud, qui sont des pays délinquants, vous avez même dans cette Union européenne ce qu'on appelle un pays colonial comme la France. Moi, nous, donc, de gros problèmes au sein de l'Union. Pourquoi? Parce que dans cette Union à 27, les décisions se prennent à l'unanimité. Donc, l'Union européenne n'existe plus. Macron et Merkel essayent de faire ce petit cinéma. Oui, on relance des plans, on essaye de se doter de plans. Mais les pays nordiques disent, nous ne vous suivons pas. Dans cette histoire-ci, quand on parle, il faut parler d'abord de quelle Union européenne? Aujourd'hui, vous regardez la géopolitique mondiale. Vous avez trois grands pôles. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Et l'Afrique comme potentiel. Ça veut dire que l'Afrique, si elle arrive à se doter, à faire taire, je veux dire que ses problèmes primaires, à penser par elle-même, à se mettre ensemble, à bâtir une véritable union politique, l'Afrique entre dans ce cercle des grands au-dessus de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Afrique détient toutes les réserves stratégiques dont ils ont besoin. Et en plus, nous avons pratiquement tout à reconstruire chez nous. Ça veut dire que nous-mêmes, par nos capacités, en mettant sur pied des capacités, comment je vais dire, à produire, comment je vais dire, à mettre l'outil industriel, nous pouvons, nous, avoir ce qu'on appelle de la vraie croissance, même 20% de taux de croissance, sans forcément commercer avec les autres. C'est-à-dire que apporter le développement à nous-mêmes. J'ai envie de dire qu'à quelque chose, malheur est bon. C'est l'occasion pour les Africains
de dire à l'Union européenne que c'est même ce qu'on voulait depuis. Il va falloir qu'on pense et réfléchisse par nous. Est-ce que l'Union africaine nous suit? Première des choses à dire. Deuxième des choses à dire dans cette histoire-là, c'est que sur aucun problème au monde aujourd'hui ne pèse l'Union européenne. Elle ne pèse plus en rien du tout. Même au Conseil de sécurité, c'est terminé. Depuis la crise ivoirienne, la France n'a même plus pu faire passer au Conseil de sécurité une résolution de condamnation. Ben, vous savez qu'au début de notre histoire, dans la crise du Nozo, ben, vous avez des agitateurs en politique en Europe qui voulaient amener l'affaire au Conseil de sécurité. Pourquoi c'est jamais arrivé? À une époque, il suffisait qu'il y ait un conflit interne au sein d'un État. L'ambassadeur français a rédigé une résolution à Matignon, on le transmettait aux représentants français à l'ONU et l'affaire était au Conseil de sécurité. On terrorisait les chefs d'État. C'est-à-dire que, à la limite même, c'est-à-dire la gestion même de ta politique économique, à la limite, était soumise même pratiquement à un vote au Conseil de sécurité. C'était invivable. C'était invivable. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible l'Union européenne. Donc, voilà un ensemble qui essaye, comment je veux dire que Petit margouilla qui se prend pour un caïman. Entre nous, Madame Siké, vous nourrissez votre margouilla 10, 15, 30 ans, il aura la corpulence d'un caïman? Non. Donc, l'Union européenne, Washington a expliqué que je ferme mes frontières avec l'Union européenne. Pourquoi vous ne le dites pas? Washington n'est pas compris. Washington a fermé ses frontières avec l'Union européenne. Ils sont dans la liste. Je vais beaucoup plus vite. Je vais même plus loin. Washington explique à l'Union européenne que aujourd'hui, si des problèmes européens, c'est moi qui ai moi à dire. L'Union européenne a une sécurité. La sécurité de l'Union européenne, c'est l'OTAN. Donc, sur des problèmes internes au sein de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, pays pivot, c'est le seul pays en Europe qu'on peut considérer comme étant véritablement parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne a dit, je ne fais plus partie de cette union. Je n'en veux plus. On va traîner dans les négociations et dire les négociations sorties Brexit. Monsieur Johnson va venir sceller en quelque sorte, et dit que mes relations avec Washington, mes relations avec la Chine, premier sommet, Grande-Bretagne-Afrique, c'est 7 milliards de dollars de contrat. Et la Grande-Bretagne expliquait que lors du prochain sommet, tous les 3 ans, nous devons passer à pratiquement 15 milliards de dollars de contrat. Donc la Grande-Bretagne explique que, moi, mes ambassadeurs peuvent négocier des relations bilatérales avec les pays africains. Qu'est-ce que je fais au sein de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans l'Union européenne? Mais c'est incroyable, on a beau expliquer ça ici tous les jours, vous allez voir lors des appels là, les insultes qui vont venir. C'est une bonne décision pour nous. Deuxième des choses, Madame Siké, ils n'échapperont pas à leur triste sort. Un certain nombre de représentants de l'Union européenne. Pourquoi? La façon dont ils ont géré le Covid. Ils ont envoyé les peuples à la mort. Moi, j'ai suivi l'audition du chercheur Raoul au Sénat. Ouais. Il a expliqué que le conseil scientifique qui avait été monté, c'était tout sauf un conseil scientifique. Il dit on va se retrouver 3-4 fois. J'ai dû faire 3-4 réunions. On parlait de tout, sauf des questions sanitaires. Les scientifiques qui avaient été cooptés venaient vendre, venaient chercher de l'argent. C'était en quelque sorte ce qu'on appelle des attachés commerciaux. Et ils essayaient de se mettre en conformité, de valider des politiques qu'ils allaient vendre en quelque sorte à l'homme politique pour que l'homme politique le prenne. Tout simplement pour faire gagner de l'argent à des firmes. Et on va envoyer des peuples à la mort. Pourquoi l'Union européenne n'a jamais cherché à savoir que le Covid vient d'où? Le Cameroun est contaminé le 6 mars 2020, un vol Air France. Notre gouverneur de région profite pour le saluer avec beaucoup de respect, sera une victime. Parce que l'État va lui demander d'aller accueillir les frères qui venaient quand on fermait les frontières. Il va tomber malade, notre gouverneur de région, par un vol Air France. C'est vous, à la limite, qui avez contaminé l'Afrique et vous osez parler. C'est une décision que l'Afrique devait prendre depuis. C'est l'Afrique qui devait prendre cette décision depuis. Parce que si l'Afrique avait anticipé, il avait pris cette décision depuis et dit « Niet !» Au prix de n'importe quoi, nous ne faisons plus entrer des avions, les bateaux. Comment je veux dire que les passagers qui viennent en destination de l'Union africaine, ben, Célestin Djamène a dit que nous avons près de 10 000 cas. On n'aurait pas eu 10 000 cas, on serait à des cas marginaux, c'est-à-dire qu'on serait à une dizaine de cas. La deuxième recontamination va venir sur un vol Air France le 17 mars 2020. Le 17 mars 2020.
Qui doit fermer ses frontières vis-à-vis de l'autre? Le Cameroun venant des vols de... Et nous avons été très embêtés de voir un vol Air France atterrir véritablement en dépit du fait que le gouvernement a pris un certain nombre de restrictions. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que vous produisez un test, comment je vais dire, que datant de 72 jours au maximum, eh bien, vous subissez une quarantaine. Et dans cette décision-là, il faut dire que le Cameroun, sans faire beaucoup de tapage, a rapidement appliqué la réciprocité. Directement faire appliquer. Vous savez, ce n'est pas ceux qui parlent le plus en diplomatie qui ont le plus de moyens. Je ne veux pas égratigner nos chers amis gabonais, mais chez eux, ils disent que ce sont des visas touristes. Je ne suis pas convaincu que le Gabon soit la plus grande destination touristique des peuples européens. Je ne suis pas convaincu. Et cette dépénalisation, cette loi de la honte, il y a une grande pression en fait de quelque chose de l'Union européenne. C'est bien, c'est déjà bien d'avoir pris cette décision, mais je n'y crois pas beaucoup. Par contre, pour quelque chose, pour une fois qu'il a été véritablement panafricaniste, le président Macky Sall, pourquoi? Parce que dans cette Union européenne, comme j'ai dit, il n'y a même plus d'union. Air France négocie avec chaque pays parce que Air France étouffe. C'est près de 170 millions d'euros. Le sauvetage de Air France passe par, comment je vais dire, que sa commercialisation avec l'Afrique. C'est là où elle fait le plus grand nombre de chiffres d'affaires. Air France aligne pratiquement, en période de quiétude, un vol par jour au Cameroun, par semaine. Tous les jours, Air France aligne un vol. Il menace même d'aligner 2 vols. Macky Sall a expliqué aux dirigeants de Air France que, quand même, franchement, avant de façon unilatérale de décréter la reprise des vols, le ciel africain appartient quand même aux Africains. Attendez quand même au moins que nous donnons notre avis. Et Macky Sall a été ferme là-dessus et expliqué que les vols de Air France reprendront quand le Sénégal donnera son autorisation. Et vous constatez que même en termes de contamination au Sénégal, c'est relativement contenu. Donc, Madame Siké, c'est quelque chose qui nous arrange. Enfin, sur le plan même, c'est-à-dire que, petite conséquence, aujourd'hui au Cameroun, le cajot de tomates coûte 1200. C'est-à-dire que cette fermeture de frontières permet déjà à chaque pays de voir un peu comment il peut penser sa transformation, son développement véritablement, ses programmes agricoles. Et voir comment véritablement mettre, comment je vais dire que, des échanges entre pays. Nous sommes en construction de ce qu'on appelle la ZLETCAR. Nous sommes en train de construire un vaste marché commun. Comment vous construisez un vaste marché commun? Vous avez pratiquement 1,5 milliard de personnes. Vous avez des partenaires techniques comme la Chine. Vous avez des partenaires techniques sur le plan militaire avec qui vous pouvez coopérer comme la Russie. Vous avez même les États-Unis qui ne rechignent pas à traiter avec les Africains. Et vous vous contentez véritablement d'être esclave d'un marché de 300 000 personnes où véritablement ils sont dans une totale décroissance, Madame Siké. On parle de 135% d'endettement par rapport au produit intérieur brut en France. C'est un pays qui n'existe plus. Je ne sais pas comment l'État français fait pour payer ses fonctionnaires à la fin du mois. C'est un pays en faillite. Terminé. C'est fini, ça n'existe plus l'Union européenne. Merkel existe encore un peu parce qu'ils ont une capacité quand même de production industrielle. C'est pour ça qu'elle joue là. C'est elle d'ailleurs. D'ailleurs, c'est elle qui donne les ordres. Macron est derrière comme on va dire que le petit caniche. C'est elle la patronne de ce semblant d'union, grandeur et misère. Mais ça n'existe plus. Vous voyez l'Espagne, vous voyez le Portugal. Je vous rappelle quand même qu'ils ont même vaincu cette histoire grâce aux médecins cubains. Voilà, et puis l'oseau l'ouvrir. Non, nous en rigolons dans cette histoire. Nous disons aux peuples africains de rester sereins. C'est une très bonne décision. Nous sommes fiers de cette décision et nous demandons justement à l'Afrique de se regarder par lui-même et de voir comment mettre les mécanismes et pouvoir coopérer avec ce qu'on appelle de véritables partenaires avec qui on a tout à gagner. Merci à vous. Et justement, en parlant de l'Union européenne, il faut dire que cette décision n'est pas contraignante et justement, il y a certains pays qui ont décidé de ne pas suivre la décision qui a été prise par l'Union européenne. Vous avez cité la Norvège et il y a également l'Italie et certains qui ne sont pas solidaires d'une politique de pays délinquants du sud de l'Europe, notamment qui sont en totale faillite. Merci. Président Badakani. Madame Aniela Siké, à la suite de ceux qui m'ont précédé, je qualifierais cette décision de traductrice d'une pathologie.
structurelle qui travaille ce que vous appelez l'Union européenne. C'est une organisation malade. Et composée de malades. C'est-à-dire d'abord des pays qui ont de la peine à guérir d'une maladie congénitale qui va les déranger toute leur vie jusqu'à leur perte. Cette tendance à détruire les autres, la colonisation, l'impérialisme, la globalisation impérialiste, c'est une maladie qui ronge ces pays-là et détruit la fibre mentale de ces gens. Donc on est là devant une décision qui traduit simplement ça. Il n'y a rien qui va soigner les gens là de cette maladie-là. C'est qu'ils sont voués à la destruction. On ne peut pas comprendre. Vous rendez d'autres continents malades. Vous fabriquez votre folie que vous appelez coronavirus dans vos laboratoires de merde. Vous transférez ça chez les gens. Vous leur prédisez le pire. Vous manipulez le soi-disant africain qui est à l'OMS là. Vous l'obligez de dire que le pire c'est pour l'Afrique. L'ONU est consort, le pire n'arrive pas. Vous n'avez même pas la décence de vous excuser. Vous faites une décision. C'est-à-dire qui... Ce n'est même pas qualifiable ce genre de comportement. Sauf si on est ce qu'on appelle Union européenne. Voilà un truc qui n'a pas existé, qui n'existe même plus, comme disait Bertrand Tassinda. Pendant le Covid, ça n'a pas... C'est-à-dire, l'Union européenne, mort. Ça n'a rien fait. Elle s'est justifiée en disant que non, la santé c'est la compétence des États. Et maintenant que c'est fabrique là, si la santé est la compétence des États, pourquoi peut justifier la fermeture des frontières en convoquant le coronavirus? Ce n'est pas un problème sanitaire. Vous voyez à quel niveau on peut arriver quand on est dans une organisation de malades mentaux comme ça? Elle n'existe. Pendant le coronavirus a démontré qu'elle ne sert à rien. Bon, il faut donc maintenant qu'elle justifie qu'elle existe un peu pour impressionner les populations européennes en leur faisant croire que non, nous vous protégeons. Elle gesticule. Ça s'appelle la gesticulation diplomatique. Rien à faire, elle gesticule. Et ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va traverser un pays là. Donnons l'impression d'exister pour une décision qui ne sert à rien. Tout à l'heure, vous avez rappelé des pays qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Même tous les pays européens sont en droit de ne pas l'appliquer parce qu'une directive de l'Union européenne, c'est quoi? Ça n'engage aucun État européen en réalité. Hein. C'est pour ça que je parle de gesticulation diplomatique pour exister d'abord. Manipuler les peuples, leur faire croire qu'on vous protège, on est quand même là pour vous. Deuxièmement, je vous dis que l'Europe a un problème. Pas seulement l'Europe, l'Occident a un problème sérieux aujourd'hui. Vous ne semblez pas prendre ça à la dimension que ça mérite. Je vous dis que ce qu'on a appelé coronavirus, cette fausse pandémie, et c'est ma position depuis le début. Moi, je n'ai pas varié. Et puis, s'il y a quelqu'un qui continue à croire que c'est une pandémie, alors si, avec plus d'informations qu'on a, vraiment, ça veut dire qu'il n'est pas un être humain. Cette histoire qu'ils ont inventée là, il faut bien justifier. Alors, en Italie, il y a un général qui demande de mettre en prison le président italien et le premier ministre. Parce que le coronavirus, il veut savoir pourquoi on a tué tous les vieux Italiens. C'est un général. Bien sûr. Et cet avis est partagé par toutes les populations de l'espace européen, pas encore les Américains, qui sont rendus compte qu'on a inventé une affaire, on a tué des gens pour rien. On a cassé l'économie. On a violé la liberté de tout le monde. On a démontré que l'Union européenne, les pays européens sont des États dictatoriaux les plus, c'est-à-dire, sans pareil sur cette terre. C'est-à-dire qu'on a cassé la liberté des gens, on les a enfermés, confinés pendant des mois, sur la base du mensonge. Du mensonge. Alors nous parlons en Europe, partout, sur les plans sociaux. C'est-à-dire, on licencie des gens. Partout. Le niveau de vie des gens va encore baisser drastiquement. Les populations demandent des comptes. Les populations demandent des comptes. Il faut le distraire, il faut déplacer les centres d'intérêt. Quoi de mieux que de faire semblant de protéger un mort-né, de protéger un mort. Ils font semblant. Et en plus de ça, c'est pour ça que les histoires de Black Lives Matter, vos affaires là, moi je suis très distant de ça. Non. Parce qu'on veut dévier. Le vrai débat, c'est sur le Covid. Ça sort d'où? Cette affaire sort d'où? Ouais. Vous comprenez ce que ça veut vous dire? Ouais. Alors je vous parle. Le président américain fait des meetings. Les gens ne portent pas les masques. Tout à fait. Et non. C'est le président américain. C'est le président américain.
L'autre jour, il a dit, ne faites plus de tests. Si le président de la première puissance mondiale, comme vous l'êtes appelé, a de tels comportements, vous ne comprenez pas que lui, il en a marre. Il en a marre. Il est en train de vous dire quoi? Que cette affaire-là, ça va comme ça. Ça n'a aucun fondement. C'est de la sorcellerie, c'est un crime organisé. On a tué des gens, on a bloqué le pays. Le budget de mon pays, le Cameroun, c'est pas le cas du Cameroun, a été amputé de 11%. Ouais. À cause de qui? De l'Union européenne, qui sont venus nous contaminer. Ouais. Et ils osent se comporter comme ça, ils osent. Ils ne s'excusent même pas. Et ils osent faire ce qu'ils sont en train de faire là. Donc on a affaire à des malades mentaux qui veulent déplacer les centres d'intérêt, qui croient qu'ils peuvent retarder leur chute, qui va être brutale. Le processus de leur chute est engagé, c'est irréversible. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils font ça. Alors, il est évident qu'il faut saluer la décision des pays africains qui l'ont fait. Il faut toujours commencer quelque part. Et puis ceux qui choisissent de ne pas parler, c'est leur droit, c'est bien. Ouais. Maintenant, ceux qui l'ont fait, c'est bien aussi. Hein? Mon ami, c'est un jamais là soulevé quelques préalables sur l'attitude du Gabon. Maître Achou aussi l'a fait. Tout à fait. Bon, nous devons tous décrire ces décisions de la honte que le président Ali Mango, le coup de poignard qu'il a donné sur le dos des Africains, avec son histoire d'homosexualité. Le président Ali Mango a poignardé les Africains. Et ce n'est pas bien pour lui. Ce n'est pas bien pour lui. Il faut qu'il le sache. Voilà, si entre-temps, n'est-ce pas, il veut décorer, n'est-ce pas, le paysage en faisant ce qu'il a fait, c'est quand même un début. C'est quand même bien de dire aux gens là que je ne suis pas d'accord avec vous. Même si, comme Bertrand a dit, c'est pour ça concerne plus de visas touristes. Mais parlons-en, Bertrand. Mais lorsque vous libéralisez l'homosexualité chez vous, un pays comme le Gabon, vous êtes en train de payer votre pays quoi? Une destination sexuellement. Un débouché de tourisme sexuel. Oui. On a vu ça en Thaïlande, ne riez pas. Oui. Ça détruit la Thaïlande. C'est vrai. Parce que c'était devenu un endroit où tous les vieux Européens occidentaux avaient débarqué là-bas pour aller faire la débauche avec les enfants de 8 ans. Les enfants de 10 ans. Il faut rappeler ça au président que mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton histoire là? Tu ne peux pas en même temps dépolariser l'homosexualité et croire que tu vas faire la réciprocité avec ces gens-là. Il y a un problème à ce niveau. Je salue le président Macky Sall, Bertrand l'a fait, c'est bien. Mais, pendant qu'il fait ça, il est dans les histoires de vaccins avec le Gavi. Gavi, c'est qui? C'est Bill Gates. Jean Soros. Soros, M. Macron. Donc il faut savoir, le président Macky doit être cohérent. Ça. Je salue ça, c'est bien de faire ce qu'il a fait. Mais il fait quoi dans cette alliance de Gavi là? Donc, ça remet sur la table Manuela Siké, oui. Le vrai débat de fond avec cette affaire. L'enjeu du vaccin. L'enjeu sanitaire africain. Manuela Siké. Il y a ça en parle de fond. Je voudrais vous rappeler que l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, oui. Sont dans une alliance avec Bill Gates. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Union européenne, c'est Célestin Diamène. A pour ami Bill Gates. Un criminel. C'est-à-dire un criminel qui tue les enfants partout. Dites-moi comment une organisation comme l'Union européenne peut avoir pour partenaire Bill Gates. Madame Angela Siké. Ils sont actuellement là. Et ils ont pour projet de vacciner les gens. Donc, ça c'est là que l'avant-goût, le vrai débat arrive. Qui en Afrique va accepter le vaccin? Nous avons dit aux Africains de ne pas accepter les vaccins. On n'accepte aucun vaccin. Mais l'Union européenne, dans son alliance, dans leur alliance, avec Big Pharma et M. Bill Gates, qui a en tête de ce projet de pousser tous les autres humains. Maintenant, quand il n'y a pas de ça tous les jours, vous voulez tout maintenant. C'est sérieux. Non, hein? Nous savons. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, il est là. Oui. Et il faut, ils veulent à tout prix reçu leur vaccin. Donc, ça commence comme ça, on teste, on veut voir. Donc, les Africains doivent être fermes. Les peuples africains doivent être sur le pied de guerre. Pas de vaccin en Afrique venant de l'Union européenne, de ces gens-là. Qu'on fabrique nos vaccins nous-mêmes si le vaccin est nécessaire. Nous-mêmes ici, c'est place. Oh, Macky Sall, là, c'est qui joue là? Double jeu là. Ce n'est pas clair. Il faut qu'il soit clair par rapport à cette relation avec avec cette affaire de Gavi. Okay. Je termine, Manuela Siké, avec le caractère quand même criminel de cette décision. Criminel. Et qui renseigne sur la comédie qu'on joue avec le coronavirus. Mon ami Céline l'a démontré tout à l'heure, d'autres aussi. Comment un continent qui est le plus touché par le virus prend une décision
et introduit la Chine. Alors qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle vague de coronavirus en Chine, vous parlez comme eux. Il y a des quartiers déjà qui sont confinés encore, qui sont reconfinés, alors qu'ils avaient été déconfinés. C'est-à-dire que la Chine est dans les pays qui peuvent faire frontières ouvertes avec l'Union européenne. Les différents pays qui sont plus touchés dans le monde, c'est en Europe. Mais comment ce pays-là, alors qu'il a en son sein les pays les plus touchés, décide de discriminer d'autres pays sur la base que non, vraiment, c'est à cause du coronavirus. Vous le pensez, voilà encore une énième preuve, s'il fallait encore, que le coronavirus, c'est un virus géopolitique. Ouais. C'est un virus politique. On porte dans le sac, on marche avec, pour déranger les gens qui sont insoumis politiquement. C'est-à-dire aux États-Unis, alors nous parlons. Quand M. Trump dit je vais à tel endroit aux États-Unis, le lendemain, on dit coronavirus en expansion là-bas. Il dit que demain il va à tel endroit, coronavirus en expansion là-bas. Vous voulez pas de comprendre pour les Africains qui derrière tout ça? C'est un virus qui est dans le sac, on marche avec. Donc quelqu'un est là, il ne sanctionne pas, il ne fait pas une politique digne de son nom à l'égard des pays membres de l'Union européenne. Visant dit que bon, on va vous aider à en sortir. Mais il vous dit que non, vous ne venez pas ici. En même temps, il prend notre pays qui est touché, il dit non, toi tu peux entrer. Ça n'a rien de sanitaire, ça n'a rien de scientifique, c'est purement politique. Merci à vous, Président Badakani. Célestin Djamène, peut-être pour poursuivre. Oui, alors, c'est bien beau la morale en politique, d'ailleurs on en a besoin, je partage totalement ce qu'a dit tout à l'heure le professeur, mais malheureusement, il y a certaines réalités sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une crise, voire une guerre dans la partie anglophone du Cameroun. On a opté comme solution un grand dialogue national, que vous avez vu. Dans ce grand dialogue national, on a invité tout le monde, sauf les gens, à mon sens, qu'il fallait inviter. Nous avions dit, et nous en parlions en prison avec Ayou Tabi, qui est un homme, je ne veux pas prendre sa défense, qui est quand même d'un esprit relativement, on va dire, relativement ouvert. Ne pas tout prendre pour éviter certains risques. J'ai côtoyé Ngalafor, Fidélis et d'autres membres de son gouvernement, entre guillemets, de l'État virtuel d'Ambazonie. Je rappelle d'abord à ceux qui nous regardent. Il n'est pas question que le Cameroun cède une seule parcelle de cette terre à qui que ce soit. Mon option contre la sécession a toujours été constante. Mais ça n'a jamais empêché qu'on discute avec Ayou Tabé. Enfin, pour ce qui nous concerne en prison, qu'on échange sur des, puisqu'on partageait la même cour. Maintenant, le gouvernement, l'autorité suprême, qui a ce pouvoir d'engager un vrai dialogue, pouvant déboucher sur une solution de fin de crise, n'a pas fait en temps utile. Ce n'est pas pour créer de la polémique, mais n'a pas fait en temps utile ce qu'il fallait faire. Dans ce grand dialogue national, qui est en réalité un dialogue, sans vouloir tomber dans les excès, on n'a pas invité ni les leaders de la crise électorale qui est maintenant passée, ni les leaders sécessionnistes. Parce qu'on a beau dire, M. Sékou Tabé fait partie des éléments incontournables avec lesquels il faut discuter. Il ne peut quand même pas tweeter, écrire quelque chose qu'il n'a pas démenti. Si c'est pour faire de la gloriole, pour faire du bling-bling, c'est pas parce que le gouvernement n'a pas émis un communiqué que M. Ayou Tabé est dans le délire. Non. Le gouvernement n'a pas démenti, le gouvernement n'a pas communiqué. Très bien. Je ne dis pas que le gouvernement a communiqué. Je dis simplement que M. Ayou Tabé a écrit qu'il est entré en négociation avec les autorités gouvernementales. Exactement. Il ne peut pas s'amuser à le dire si ce n'est pas une réalité. Je veux dire quand même, c'est un homme que je connais qui est quand même relativement sérieux. Donc, pour terminer en disant que aujourd'hui au Cameroun, cette guerre, évidemment, je suis tout à fait parfaitement d'accord avec le professeur, elle n'aurait jamais dû avoir lieu si on avait pris les devants. C'est-à-dire que si on avait commencé par écouter les avocats d'expression anglaise qui luttaient contre cette imbécilité du code OADA qui n'a pas été traduite en anglais, parce qu'évidemment, il y a un problème de fond. C'est-à-dire que si on considère que le Cameroun est indivisible, on doit considérer que les deux langues doivent être utilisées à un niveau égal. Ça n'a pas été fait. Et du coup, ça s'est entremêlé, ça s'est enchevêtré, ça a débouché, comme vous le savez, sur la guerre civile dans notre pays, parce qu'on n'a jamais voulu écouter les autres. Les anglophones, moi j'ai passé 11 ans, tous les mois à Bamenda, où je vivais des situations incroyables, parce que j'étais membre du parti du SDF,
et que pour les réunions du NEC, j'y étais, et les taximens de Bamenda me disaient que, écoutez, moi je vais à l'hôpital ce matin, les infirmiers me parlent en français. Moi je ne comprends pas le français. Et c'est pareil dans les tribunaux. Donc c'est une série comme ça d'incongruités qui a débouché sur une exaspération des anglophones, c'est tout à fait normal. Malheureusement, on débouche sur le crépitement des armes. Je rappelle que notre but, ce n'est pas d'adouber la sécession, pas du tout. Je dis simplement que le gouvernement a des responsabilités suprêmes. Et là, il a failli, n'est-ce pas, à sa mission, qui était au moins d'écouter. Parce que je suis convaincu que si le gouvernement avait écouté ces personnes qui étaient en colère, on ne serait jamais arrivé au crépitement des armes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, qui connaissait Sissoko Ayoutabé? Personne. Il vivait sa vie tranquille au Nigeria. Il y a d'autres leaders de la diaspora anglophone qui sont un peu partout en Suisse et en Norvège. Mais jamais ça n'a pris cette ampleur-là. On sait bien qu'à l'époque, il y avait la SCNC qui manifestait de manière extrêmement subsidiaire et extrêmement négligeable tous les 1er octobre. Mais ça n'avait jamais pris cette ampleur. Les anglophones, pour la plupart, qui sont des gens qui sont pour le fédéralisme, se sont radicalisés à cause du traitement qui leur a été réservé. Donc, je dis que c'est une question de fond. Et effectivement, le professeur a raison, on n'a pas épuisé toutes les ressources endogènes pour parvenir à une solution. Je me suis entendu dire à un moment donné qu'il fallait solliciter une ONG suisse pour essayer de créer le dialogue entre les partis au Cameroun. Mais c'est une stupidité. Les solutions qui ont été mises et proposées par le cardinal Tumi n'ont jamais été saisies comme il le convenait. Comprenez? Je ne suis pas le défenseur du cardinal Tumi, mais je dis quand même qu'il y a eu des personnalités au Cameroun qui ont proposé des solutions de sortie de crise, mais ça n'a jamais été pris en compte. Maintenant, je suis désolé qu'aujourd'hui, sur la table de négociation, c'est une initiative, malheureusement, du Conseil de sécurité. Ça va démontrer encore une fois de plus que l'Afrique vit au rythme, n'est-ce pas, des autorités extraterritoriales, de la communauté internationale. Ça n'est pas normal. Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller enfin? Ça fait 60 ans que nous sommes soi-disant indépendants, mais on ne prend jamais nos responsabilités. Toujours confier notre destin aux autres. Donc, il est temps maintenant que nos gouvernements prennent, comment dirais-je, le pouls, le battement de cœur des Africains. Ils veulent que l'Afrique reprenne son destin en main, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La crise anglophone ne peut aboutir que si on va vers les véritables belligérants, les parties prenantes. Qui sont ces gens qui se battent d'abord sur le terrain? Il y a plusieurs généraux qui contrôlent la guerre dans le Nozo. Il y a bien sûr Ayoutabé. Il y a d'autres leaders qui sont en Europe du Nord et en Europe occidentale. Et il faut qu'on invite tous ces gens-là. Et Ayoutabé a posé 3 conditions. Il dit il faut l'amnistie générale pour tous les prisonniers, il faut une libération, et il faut surtout qu'il y ait... Non, c'est ce qu'il a proposé. Il a toujours dit. Je dis qu'il a demandé le retrait de l'armée. Et ce retrait, pour moi, doit être, comment dirais-je, bilatéral. On ne peut pas simplement demander que l'armée dépose les armes, arrête, comment dirais-je, le conflit, et d'un autre côté qu'il n'y a pas d'accord dans la partie anglophone. Donc, il faut une véritable négociation, et Ayoutabé est un élément clé, qu'on ne veuille pas, de ces négociations. Merci à vous. Monsieur Bertrand Tatinda. D'abord, je salue le professeur de l'autre côté. C'est un plaisir de faire ce débat avec lui. Je le suis beaucoup sur les questions économiques et nous sommes très, très attentifs à ses remarques, à sa pertinence. Vraiment, professeur, merci de participer en fait au débat qui permet de faire avancer notre continent. La première chose que je veux dire à mon cher aîné, M. N'Djamène, M. Ayoutabé n'est pas quelqu'un de sérieux. Moi, je suis venu cet après-midi dans une posture en quelque sorte, entre guillemets, de paix. C'est un problème camerouno-camerounais. Donc, je ne veux pas refaire le débat de la crise anglophone de qui a tort, qui n'a pas tort. Bien sûr. Ben, il faut dire un minimum de vérité. Ce n'est pas un homme sérieux. Un homme sérieux n'engage pas la jeunesse de son pays dans une aventure comme celle-là, sans issue et criminelle. Un homme sérieux ne le fait pas, quelle que soit la récrimination qu'il a contre son pays. Le bonheur suprême sur la terre, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il ne m'est même pas à moi sympathique. C'est pas acceptable ce qu'il a fait. Première des choses à dire. Deuxième chose à dire, je ne fonde pas mon analyse sur un tweet dont de plus en plus on soupçonne que ce soit un fake. Je ne fonde pas mon analyse là-dessus. Personne n'assume ça.
Pourquoi? Parce que vous avez un communiqué du secrétaire général de ce qu'ils appellent, par intérim, de ce qu'ils appellent l'État d'Ambazonie, qui a aussi tweeté. Il expliquait que, cher monsieur, vous n'êtes qualifié en rien pour mener les négociations. Un prisonnier ne négocie pas pour des hommes libres. J'ai reçu le tweet, on a le tweet. Vous voyez finalement que on ne sait plus qui est qui, quoi et quoi là-dessus. Qu'un prisonnier ne reçut pas. C'est monsieur Ikome, vous savez leur nom, moi, je ne suis pas un spécialiste, monsieur Sako Ikome, qui est qualifié à négocier. Si négociation il y a, c'est lui. En d'autres termes, pour eux, vous êtes hors jeu. Et nous le savions depuis qu'ils avaient vu M. Taïb Tabé hors jeu. Troisième des choses, on a les conditions que aurait admis M. Taïb Tabé. Je vous en donne 3. Vous allez me dire s'il n'est pas rigolo. On dit que c'est quelqu'un d'assez intelligent. Comment? Moi, j'ai pas envie de dire qu'il faut vérifier un peu sa santé mentale. Que le président de la République doit faire une allocution solennelle de cesser le feu. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui doit aller faire une allocution solennelle. 2. Retrait sans condition de l'armée du Cameroun. 3. Libération en quelque sorte de tous les prisonniers qu'il appelle des prisonniers politiques. Arrêtons-nous à ces 3 revendications-là. C'est sérieux? C'est même quelqu'un d'équilibré? C'est-à-dire, ça ressemble à cette histoire de gré à gré. Ou un matin, quelqu'un va se lever, je ne sais pas de comment il avait passé sa nuit, il va jeter sur le débat politique cette histoire de gré à gré. Mais vous êtes juriste, vous maîtrisez la constitution du Cameroun. Ce débat de gré à gré rimait à quoi? Ça voulait amener le pays où? Sauf que je constate que c'est dans un climat assez bizarre. 1. Nous sommes dans un climat où nous avons des bombes artisanales à Yaoundé. Tout à fait, oui. Quelques voyous qui seront rattrapés, le gouverneur de la région du centre et les responsables sécuritaires ont dit ce n'est qu'une question d'heure, on les prendra et rapidement. Je suis convaincu que c'est pratiquement même une instruction du chef de l'État que arrêtez-moi, faites-moi cesser ça rapidement. Quand on connaît l'attachement du président de la République à la paix. Deuxième des choses, ça vient aussi après ce que j'ai dit, ce débat, comment je vais dire, nauséabond de gré à gré, qui a empoisonné l'espace politique. Et où on a vu des responsables de partis politiques appeler à une partie de la jeunesse de ce pays à se tenir prêt. Sur quoi? Personne ne sait. Tenez-vous prêt. Prêt contre qui? Prêt contre quoi? Prêt pour quoi? Nous, on avait des rumeurs, il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire 6 ou 7 mois, que des gens demandaient un cessez-le-feu. Nous, on les avait. Ça nous étonne. Nous, on les avait. C'est-à-dire qu'il y a 7, 8, je peux dire même 10 mois, que des gens demandaient de cesser le feu. On a eu ces rumeurs-là. Donc, aujourd'hui, Madame Siké, il faut être clair sur ce qui se trame en quelque sorte. Le président, il y a quelques semaines, a fait une admission. Quand on négocie de façon secrète, on ne parle pas. Quand quelqu'un parle, il fait capoter la négociation. Il n'y a même plus de négociation, ça s'arrête. Quand on négocie sur des questions sérieuses, c'est-à-dire de façon secrète, celui qui laisse fuiter l'information, je vais plus loin. Vous savez comment on va négocier à Arusha? On négocie à Arusha en Afrique du Sud. Après, on va déplacer Arusha, on va aller le négocier à Lusaka. On va se rendre compte que les résolutions et les discussions fuitées, c'est Nelson Mandela et Julius Nyerere qui vont demander d'aller négocier à Arusha. Arusha, c'est une petite ville de Tanzanie. Et demander de faire boucler la ville. Ceux qui étaient partis du conflit avaient été entrés dans la ville et personne n'entrait, personne ne sortait. Voilà comment on va négocier à Arusha. Parce qu'on soupçonnait qu'il y avait des interférences. Et que le fait de faire fuiter, ne serait-ce que des discussions même qui n'avaient pas été couchées sur un communiqué en quelque sorte, perturbait et empoisonnait en quelque sorte les négociations. Or, la région des Grands Lacs était à feu et à sang. Le Burundi était à feu. Le Rwanda était à feu. Le Zaïre, la RDC, la Tanzanie. Voilà comment on va négocier à Arusha. Pour pouvoir sortir un accord, certes qui n'est pas parfait, mais qui va amener un semblant de paix. Si l'État du Cameroun aujourd'hui décide véritablement, dans une négociation,
crédible de paix négociée, la première des choses, la première règle, c'est que ça ne doit pas fuiter. Et si ça ne fuite pas, sortir 3 personnes de la prison, les amener et tout, alors que cette prison centrale, ça aurait été d'abord de les déplacer, de les mettre en lieu sûr, de les déplacer de façon pratiquement, entre guillemets, officielle. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Pour l'instant, je n'y crois pas beaucoup à cette histoire-là. Laissons voir, voyons comment cela va se traduire. Je n'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que je dis ici, je ne rentre plus dans les débats de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui aura fait quoi. Je sais tout simplement que la politique du chef de l'État, depuis la fin du dialogue, est à la limite d'y mettre sur pied les résolutions. C'est-à-dire les résolutions ont été, et moi j'avais même pris des distances dessus, de donner un statut spécial. Mais nous on va comprendre qu'il faut résoudre un problème conjoncturel sur le plan politique. Bien que nous, dans mon parti politique, on avait pris légèrement nos distances sur cette histoire de statut spécial, mais on va comprendre que le président de la République est un homme politique et que même s'il faille véritablement prendre une décision, peut-être qu'il lui fait même mal à lui, mais il a l'obligation de ramener la paix. Donc vraiment, les acteurs de cette histoire-là, Madame Siké, qui tweetent à tort et à raison, avec des tweets relativement contradictoires. Question par contre importante, à qui s'adresse le tweet de M. Tayou Tabé? À qui s'adresse ce tweet? Moi, j'ai l'impression que ça s'adresse à ses amis qui l'ont destitué. Ça ne nous concerne pas. C'est une histoire de guerre au sein de l'État d'Ambazonia. Ne me demandez pas de venir arbitrer à l'intérieur de cet État. Merci à vous, monsieur le virtuel. Président Badakane, justement, comme l'a relevé M. Bertrand Tatinda, on se rend compte en tout cas qu'au sein même de, on va dire quoi, de l'Ambazonie, il y a plusieurs groupes, en tout cas plusieurs se revendiquent chefs ou alors porte-parole. Il y a donc finalement plusieurs leaders et aujourd'hui on parle de dialogue. Si jamais d'ailleurs il y a donc justement ce dialogue, avec qui devrait-on dialoguer? Parce que finalement on a l'impression que même Ayoub Tabé, qui avait été présenté comme celui-là, qui est le porte-parole ou encore le président de cet état virtuel, on va dire comme ça, n'est plus l'homme de la situation aujourd'hui. J'ai entendu Manuel Siké, des pas mûres et des pas vertes. Mon rôle, ce n'est pas de chercher les interlocuteurs sécessionnistes avec qui l'État va discuter. Ce n'est pas mon travail. Ça ne m'intéresse pas. Que ceux qui les considèrent comme des gens sérieux, que ceux qui estiment que leur cause est juste, qu'ils aient réglé ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Nos positions sont constantes depuis le début de cette crise. Et je vais revenir là-dessus. D'abord, il faut rappeler. Il y en a qui découvrent qu'il faut dialoguer aujourd'hui. Il y en a même qui font semblant de ne pas voir qu'il y a des actes de dialogue depuis. Il faudrait nous rappeler, pour la nécessité de la simple vérité, que depuis le début de la crise, l'État du Cameroun n'a fait que dialoguer. Si un acteur politique de la dimension, M. N'Djamène, dit ça, c'est pour des intérêts simplement partisans. Ça ne l'honore pas. Il y a des moments dans la vie d'une nation où on met les intérêts supérieurs du pays au-dessus des intérêts partisans. L'État camerounais n'a fait que négocier. On avait dit au départ, oui, il a réprimé, il a fait l'erreur, d'accord. Il n'y a pas eu de réunion à Bamenda pendant pratiquement une semaine où le gouvernement a cédé sur toutes les revendications des catégories sociales qui étaient en grève, entre guillemets. On parlait des avocats et des enseignants. Qui est venu infiltrer ces réunions et l'a détruit ce dialogue? C'était qui? C'est le gouvernement? Ce qui a fait capoter ces réunions, c'est qu'on a mis sur la table la question du fédéralisme. Je dois rappeler ça à M. N'Djamène. Dois-je rappeler ça à Célestin N'Djamène? Il me semble qu'à Bamenda, pendant ces réunions, ce n'était pas des oiseaux qui étaient assis. C'était le gouvernement du Cameroun. En face. Bon, donc maintenant vous évoluez. Quand on vous demande qu'il y a eu dialogue, vous dites qu'on a dissous le consortium. Monsieur N'Djamène, y a-t-il eu assise entre le gouvernement du Cameroun et des groupes représentant les grévistes, oui ou non? Oui. Vous ne pouvez pas dire non, monsieur N'Djamène. Je vous connais honnête.
Si vous dites honnête, M. Ndiamène, vous avez pour ça me lever sur ce plateau. Vous ne pouvez pas dire non. Poursuivez, Président. Vous ne pouvez pas dire non. Ce sont des faits tellement flagrants. L'État a cédé sur les, je crois, les 21 revendications. C'est lorsqu'on a mis sur la table la question du fédéralisme que l'État a dit je quitte la table de négociation. Tout à fait. Monsieur Ndiamène, ça c'est quelques mois après le déclenchement de cette affaire. Du moins, cette séquence-ci de la crise anglophone, la crise anglophone, cette séquence-ci, c'est quelques mois après cela qu'il y a eu cette assise entre l'État du Cameroun et les interlocuteurs qui étaient en face. Monsieur Ndiamène. Ceux qui parlaient à cette table engageaient l'État du Cameroun. Bien sûr. Après ça, malgré que cela ait capoté, le gouvernement a pris des initiatives. Recrutement massif d'enseignants d'urgence pour pallier au déséquilibre en termes de ressources qui justement permettaient que M. Ndiamène vienne rapporter ce qu'il a dit là. Que les gens lui ont dit que vraiment on ne parle français ici à Bamenda. L'État a recruté des enseignants rapidement, d'urgence. L'État a débloqué des subventions pour donner les moyens à des écoles confessionnelles pour qu'elles ouvrent. C'était plus d'1 milliard de francs. C'est ce qu'on a créé. On a décidé de créer une section du common law à l'ENAM du Cameroun. Et je crois que mes souvenirs sont des actes aussi à la Cour suprême de notre pays. Je passe le contrôle de l'avocat qui est assis là. Monsieur Ndiamène. Après ça, on a multiplié la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Monsieur Ndiamène. On a traduit au radar. La traduction de Ouada a même suivi justement après. C'était la première action que le ministre de la Justice de l'OSO a déployé sur pied pour répondre. Pour mettre sur pied. Le dialogue. Essayer d'apporter des solutions. Après ça, a été organisé le grand dialogue. Que vous passez le temps à saboter, parce que vous avez décidé volontairement d'y être absent. Tous les composantes sociales et politiques de ce pays étaient représentées au dialogue. La preuve, le MSC a été reçu par le Premier ministre. Une délégation du MSC a été reçue par le Premier ministre, oui ou non? Vous avez nié ça? Vous allez faire quoi alors, monsieur le Premier ministre? Vous allez faire quoi là-bas? Le cinéma, la danse mafia? Quoi? Vous avez décidé, vous, de ne pas venir vous asseoir au dialogue. Vous avez préféré aller avoir 2 minutes de dialogue avec M. Jean quand il est venu ici. 2 minutes, 2 minutes, 2. Vous avez préféré ça. C'est votre droit le plus absolu. Mais on a organisé le grand dialogue qui a donné des résolutions claires. Et ces résolutions ont rapidement été mises sur pied. Le code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées a été adopté. Bon Dieu. Il y a un statut spécial de ces 2 régions. C'est devenu une loi. On ne débat plus de ça. C'est une loi. Ces 2 régions-là ont un statut spécial. Vous avez dit, non, il faut libérer les gens. Libérer les gens. Si vous libérez les gens, la crise va finir. 2 vagues de libération ont été faites par les gens du Cameroun. 2 vagues. 300 personnes. 2 vagues ont été libérées. 2 vagues. Plus ils ont été libérés, plus la surenchère est montée. De votre part et de ceux qui tournent autour de la galaxie dite sécessionniste. Je ne sais pas ce que vous racontez là. Bon. Donnez-moi une seule concession venant des Ambazoniens depuis que la crise a commencé. Ce que vous appelez crise a commencé. Donnez-moi une seule concession. Citez-moi une seule concession. C'est quoi cette affaire? Ce n'est pas un sorcier, un procès, un sorcellerie que vous faites matin, midi, soir à l'État du Cameroun. Voilà un État qui ne fait que les concessions. Ça ne vous intéresse pas. Vous passez le temps à pointer ses erreurs. Avec votre regard corrompu, évidemment. Votre regard partisan, évidemment. Mais toutes les concessions qui ont été faites, vous n'en parlez pas. Alors qu'en face, vos amis, ceux que vous parrainez, la nuit et le jour, vous voulez faire semblant d'avoir la distance à leur regard avec eux, n'ont fait aucune concession jusqu'ici. Vous ne dites rien. C'est quand même terrible comme ça. C'est quand même une drôle de manière d'aborder un conflit. C'est quand même terrible. Deuxièmement,
Quelqu'un a dit tout à l'heure que l'État camerounais ne communique pas. Mais l'État n'a pas communiqué comme vous voulez. C'est un État. Il a sa stratégie de communication. Vous pouvez dire que ça ne vaut rien, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas imposé à l'État sa manière de communiquer. L'État camerounais communique. Sur la mission Toumi, quand il y a eu le dialogue, M. Toumi a été chargé officiellement d'aller discuter avec les sécessionnistes. Ça fait l'objet d'un communiqué public. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Public. Le cas de la médiation suisse, Diamant, tu le sais, l'État camerounais a communiqué là-dessus. Donc vous voulez qu'on communique comment? Selon ce qui vous arrange, selon vos canons à vous, mais malheureusement pour vous, vous n'êtes pas l'État du Cameroun. Vous pouvez être un grand savant en communication, mais c'est l'État du Cameroun qui détermine sa stratégie de communication. Et moi je donne des faits. Maintenant, quand j'ai dit ça, Manuel, c'est pour dire quoi? Que les enjeux de cette crise n'ont rien à voir avec tout ce que les gens racontent là. Rien. Alors, Ndiamé me dit que M. Ayuk Tabé, c'est un homme très sérieux. Ok. Afrique Média a monté les photos de M. Ayuk Tabé en train de discuter avec les affairistes américains. Qui a donné ce mandat? Il a reçu le mandat de qui? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un peut se lever n'importe comment, sur la base de ses humeurs à lui, et dire qu'il est fâché, il est marginalisé, et aller engager le destin des régions du Cameroun. Savoir le mandat de personne, vous assumez ça? Ça s'appelle du banditisme. Il y a les photos ici, Manuel Atika, on peut sortir ça. Dites-moi pourquoi 21 sénateurs américains démocrates peuvent s'engager à soutenir une cause comme celle-là, sur la base de quoi? Sénateurs américains dont les apparentements avec les multinationales sont établis. Multinationales qui ont pour caractéristique principale de démembrer les États. Elles sont derrière la crise au Soudan. Elles sont derrière la crise du Cabinda, à l'Angola. Elles soutiennent la sécession biafraise là-bas, au Nigeria. Alors nous parlons. Ce groupe démocrate soutient ces gens. Monsieur N'Djamène. Vous connaissez M. Sulfika Rachid, il ne se cache pas, il est sur Internet. Qui lui a vendu les droits de cession de ces deux régions? Il s'en réclame ouvertement sur Internet. Qui lui a vendu un droit américain? Qui lui a vendu ces droits de cession? Sur la base du mandat de qui? Il y a une élection là-bas. Vous qui aimez tant la démocratie, machin qu'on sort. Il a pris le mandat ou pour le faire. M. N'Djamène dit que c'est un homme sérieux. Même vous êtes un homme sérieux, je vous connais. Je n'ai pas envie de faire le parallèle entre vous et M. Ayuk Tabé. Je n'ai pas envie de dire que dis-moi que tu fréquentes et te dirai qui tu es. Parce que vous, je vous connais votre sérieux. On n'est pas d'accord en politique, mais je connais votre sérieux. Si vous me dites qu'un homme qui fait ça est sérieux, j'ai des problèmes avec vous, M. N'Djamène. Et des problèmes sérieux, parce qu'il s'agit du Cameroun. Honnêtement, vous m'avez rassuré parce que je reconnais que vous êtes constant dans cette position. Vous n'avez jamais été pour la sécession. Je le reconnais. Mais de là à vouloir donner du sérieux à un monsieur qui a fait ce que M. Ayuk Tabé est en train de faire, ça n'engage que vous. Je donne d'autres arguments. D'où vient le financement des ambazoniens? C'est important. Ça vient d'où? Les Américains. Le président du Cameroun, l'État camerounais, a réuni toutes les preuves et les a fait diligenter aux États-Unis pour dire voilà la traçabilité avec des noms de ceux qui financent cette affaire. Ils sont chevaux aux États-Unis. Or, la loi américaine depuis 2001 interdit le financement du terrorisme. Dites-moi pour quelle raison donc cet État américain, dont les prouesses sont connues dans le monde entier, quand ils mettent dans un pays, c'est pour l'assujettir ou le détruire. Dites-moi pour quelle raison les États-Unis violent leur propre loi et ferment les yeux sur le financement de l'Amazonie. Vous pouvez me dire pourquoi? Je cherche encore à le dire. M. Thibor Tchagi vous l'a dit. Thibor Tchagi vous l'a dit quand il était au Soudan. Une fuite. Après le Soudan, ce sera le Cameroun. Troisième enjeu de cette affaire, Mme Manuela Siké, c'est la succession du président Pierre-Paul Biaké qui dérange les gens. C'est un moyen de pression entre les mains des parrains de cette affaire pour faire pression sur le président Biya, à défaut de le faire, à défaut de l'obliger à placer un successeur de leur choix, de fausser. Ils l'ont fait ailleurs, M. N'Djamène. Ça n'a rien à voir?
Oui, vous Allez allez là-bas. intervenir. Vous chutez, président, Alors. s'il vous plaît. Voilà les vrais enjeux de l'affaire. Ce qu'on raconte que là, ce sont des histoires. Maintenant, la preuve, je terminerai par là. Oui. Pour vous démontrer, Madame Manuela Siké, que tous les arguments qui ont été convoqués pour justifier cette crise ne valent rien, bon Dieu, tous ceux qui ont migré hors de cette région sont où? Ils sont où? En zone dite francophone, bon sang. Vous avez déjà vu une guerre où un ennemi va habiter chez l'autre ennemi. Oh, bon Dieu. Bon Dieu, il y a un moment donné, il faudrait qu'on arrête ce débat, parce que ça ne vaut pas la peine de perdre son temps ici. D'accord. Les populations, à l'heure actuelle, si marginalisées, écrasées, à un moment donné, on doit même présenter comme les ennemis de leurs frères francophones. Quand ils traversent, ils sont où? Ils sont chez leurs frères francophones. Comme vous dites, ils sont chez leurs frères camerounais, ils sont chez eux. Ils sont accueillis et ils sont bien entretenus. Il n'y a jamais eu aucun acte dans les régions, entre guillemets, dites francophones, depuis que nos frères ont traversé la rive du Mungo, aucun acte d'hostilité qui a été recensé à leur regard. Donc arrêtez ça. Merci à vous, président Banakani. C'est pas la négociation, Rapidement. Oui. C'est pas la négociation. Il n'y a pas de guerre dans le nord-ouest. L'armée du Cameroun a 3 missions dans le nord-ouest. Première mission, c'est de faire du maintien de l'ordre. Deuxième mission, c'est de détruire les camps des combattants ambazoniens. Et la troisième mission, c'est les désarmer. Ce n'est pas la guerre. C'est-à-dire que l'armée du Cameroun, en fait, rétablit de l'ordre. Deuxièmement, détruit, comment je vais dire, que les camps ambazoniens récupèrent du matériel militaire, généralement, qui est détruit. Et la troisième mission, c'est désarmer les ambazoniens, parce qu'on leur a demandé de désarmer. Le gros problème que M. N'Djamène ne dit pas et qu'ils ne veulent pas dire, c'est que il voulait que au grand dialogue, le président de la République, président d'un État internationalement reconnu, légitime, s'asseye avec M. Tayouk Tabé au même titre. Au même titre. C'est-à-dire que on demande au président Biya de laisser ses armoiries de chef d'État et de s'asseoir au même titre avec M. Tayouk Tabé. Et que tous ces généraux autoproclamés de la sécession s'asseyent avec les chefs militaires, en quelque sorte camerounais, au même titre. Madame Siké, chaque fois que ça s'est fait en Afrique, ça a été un génocide. Je vous donne quelques exemples. Rapidement. Regardez la situation au Mali. Oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller en Algérie, signer un accord entre l'État malien, internationalement reconnu, légitime et légal, avec en quelque sorte les terroristes et les sécessionnistes, en quelque sorte Touareg. Et on va sceller au sein de cet État, en quelque sorte, l'unité du Mali. Au point où aujourd'hui, plus personne n'assume ce document politique. C'est ce document politique qui est à la base de la situation au Mali. Donc, il n'était pas question pour nous. Pour nous, on avait deux conditions. Que l'État négocie avec qui veut. Première condition, l'État ne peut pas être au même pied d'égalité et toutes les négociations doivent se faire dans le strict respect de la loi du Cameroun. Parce que des partis politiques nous demandaient de partir du Cameroun pour aller négocier à l'étranger et de mettre notre constitution de côté. C'est ça Marcoussi 1 et Marcoussi 2 qui vont entraîner la Côte d'Ivoire dans la situation dans laquelle elle était. Donc je suis d'accord avec le président Banakadi. Il y avait aussi des enjeux de coup d'état constitutionnel derrière cette histoire. Embarquer le président dans une histoire. Merci, merci. Vraiment, on va faire le dernier tour de ta président. Si vous me promettez de respecter une minute, sinon vous attendez peut-être le second tour de table. Ce débat est très sérieux. Je oui, vous mais en prie on a de aussi me une laisser contrainte intervenir. de temps aussi, Je vais essayer président. d'aller vite, Madame Oui. Manuela Siké. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Le professeur Ndengwe n'étant plus là, je ne veux pas parler. Justement, on revient vers lui. Voilà, je suis en train de dire que c'est quand même amusant. La question de l'OADA qui soulève d'ailleurs très bien, mais ça n'a pas dérangé les anglophones, puisque les avocats anglophones, pardon, il ne faut pas tout généraliser, parce qu'ils ne réclamaient que la traduction. Donc le caractère néocolonial que le professeur soulève à juste titre d'ailleurs de l'OADA, et il sait que je partage cette position avec lui, ça n'a pas dérangé les avocats anglophones. Ils ne demandaient que la traduction. Allez donc savoir pourquoi le texte de l'OADA ne dérange pas les avocats anglophones. Vous allez comprendre la complexité des enjeux de cette crise, comme je suis en train de vous dire. Deuxièmement, M. N'Djamène, ça ne sert à rien de gronder. Descendez sur terre.
Ça ne sert à rien de dire que vous êtes contre la sécession. Et magnifier quelqu'un qui se réclame mondialement d'être un sécessionniste. Ça veut dire que vous jouez un double jeu, M. Ndiamé. Il faut assumer. Il faut assumer. Vous l'appréciez. Monsieur Aouta avait dit tous les jours qu'il est sécessionniste. Vous voulez parler à sa place. Vous parlez à sa place. Il vous a mandaté pour ça. Assumez. Vous n'êtes pas le seul à avoir parlé avec lui en prison. Vous n'êtes pas le seul. Et beaucoup de gens parlent avec lui. Allez-y. Donc, je suis en train de vous dire que vous faites du crypto-sécessionnisme, M. Ndiamé. Vous avez honte de dire que vous êtes sécessionniste. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la sécession. Là, on pourra pas. Et apprécier quelqu'un qui dit ouvertement que c'est sécessionniste. Madame Manuela, deuxième chose. Deuxième chose. Quand M. Ndiamé vient vous dire que le gouvernement n'a jamais négocié, il est évident que tant que le gouvernement ne fera pas ce que ton parti veut, tu trouveras qu'il ne négocie pas. Mais au moins, dis la vérité. Dis au moins la vérité. La question du fédéralisme dans cette négociation n'a pas été introduite par les avocats et les enseignants de Ndiamé. D'accord. Nous tous on a suivi ça. On va mentir aux gens. La question là a été introduite par d'autres forces dont parle l'avocat Achou. Oui. C'est eux qui sont venus faire pression pour imposer la question du fédéralisme et faire capoter les négociations. Et ils l'ont même fait exprès. Les avocats et les enseignants n'ont jamais dit dans la revendication qui voulaient le fédéralisme. Oui, monsieur Ndiamé, lorsque vous venez nous dire que la question de la crise, c'est qu'on fasse ce que vous voulez. Vous êtes un juriste. Et d'ailleurs un très bon juriste. Vous voulez me faire croire que quelqu'un va venir chez vous, maintenant là, dans votre maison, et vous dit, monsieur, comme j'ai faim là, je prends ce qui est chez vous. Je prends ton argent, je prends ta nourriture, j'ai faim. Manger, c'est un droit de l'homme. Il prend tout ce qu'il veut. Vous allez porter votre pays, vous allez aller à la justice, demander qu'on vous l'établisse dans vos droits. Il y a un enjeu dans ces régions qui est l'enjeu de droit. Vous piétinez ça. Vous faites la promotion de l'anarchie. Que chacun peut déterminer lui-même à quel niveau il est satisfait par le gouvernement et c'est rendu justice. Il faudra qu'on tue dans toutes les conclusions. Je termine. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de droit. Celui qui est armé, celui qui a les alliés américains, les alliés occidentaux, il peut décider qu'il proclame son État et on banalise ça pour dire que non, il faut que l'État vienne dialoguer, Moi, je ne peux pas continuer à m'asseoir sur une table où on met en question la constitution du Cameroun, où on met en question l'intégrité territoriale de mon pays, où on me dit que c'est sécessionniste. Est un homme sérieux. Merci à vous, Président. Il faut rappeler que depuis le début de la crise anglophone en octobre 2016, le pouvoir de Yaoundé a toujours réaffirmé sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à cette crise, notamment par le dialogue. Ainsi, le gouvernement reste toujours ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens de la résolution de la crise, et ceci, dans le respect strict de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.